Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans la Genius TV, dans YouTube, la TV for Money, mais aussi sur Twitch. Une émission qui est envoyée sur 3 canaux différents. Vous êtes dans Banque et Finance, une émission originale de la Genius TV qui véritablement plaît énormément. Une première la semaine dernière qui a fait jaser, parler d'elle, en tout cas un concept un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir ou d'entendre des soi-disant professionnels, experts du passé bien sûr. Chez nous on n'est expert que d'une chose, on est expert simplement de ce qui est en train de se dérouler et véritablement de ce qu'on peut en tirer comme conclusion. C'est dans ce concept table ronde avec des experts qu'on va pouvoir parler de l'actualité, celle qui dérange, celle qui enquiquine, sans langue de bois, et vous êtes conviés à cette réunion puisque dans cette émission, vous pouvez sur le chat, soit de la Genius TV, donc Genius Station mobile ou même web, ou alors directement sur le chat de YouTube, vous pouvez vous exprimer, râler, gueuler, crier, hurler, taper du pied ou alors même tousser, vous voyez, moi j'en profite aussi un petit peu. Vous l'avez compris, c'est une émission qui est la vôtre et c'est une émission qu'on aimerait développer à grande échelle. On compte sur vous pour liker, pour partager, pour envoyer le lien à tous les gens qui, comme vous, sont intéressés par l'économie, la vraie, la réelle, pas celle des mythos, celle véritablement des experts. On dit que l'émission Banque et Finance, c'est l'actualité des initiés. Beaucoup d'entre vous en profitent, ils en tirent leur propre synthèse et transforment sur les marchés financiers. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre 2021. C'est une excellente date. J'ai beaucoup de choses à vous dire en introduction de cette émission. On retrouvera Axel à la vigne tout à l'heure. D'ici quelques instants, notre expert en tout cas qui a décrypté pas mal de choses. On va parler du Bitcoin, on va parler d'Elon Musk qui fait vraiment un gros fuck you, hein, Sanders, à Bernie. On va en parler, vous allez voir, vous allez rigoler. De quoi on va parler? Tiens, on va parler on lui a dit la semaine dernière qu'on aimerait bien qu'il nous parle des précieux. Vous savez qu'on peut traiter le GC comme le SL, comme le Silver, le Gold donc, et le Silver, il va nous en parler. Il va aussi nous parler de Tesla, il va nous parler, il y a plein de choses au programme de cette émission. On va essayer d'être synthétique de façon à ce que chacun puisse comprendre. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous n'hésitez pas dans le chat. Plusieurs choses à vous dire. D'abord, si vous ne connaissez pas Genius Station, c'est le moment de vous y intéresser. Une plateforme, la seule plateforme de trading qui est capable de travailler poussée par l'intelligence artificielle. On ne parle pas effectivement de robots ni de MetaTrader, on parle d'un langage, d'un algorithme développé en Python qui va permettre de dégager des résultats. Vous savez qu'aujourd'hui, le trading, la compétition, c'est algo contre algo. Donc là, véritablement, Genius Station, un petit bonheur hein, pour les traders, un petit bonheur. Les gens qui sont dans le chat et qui sont abonnés n'hésiteront pas à vous le dire. Je vais vous montrer un truc. Tiens, quand on parle de Genius Station, c'est aussi Genius for Mobile. Et ça vient d'arriver. J'ai l'impression de montrer mes papiers aux flics qui me les réclament. Regardez, ça, c'est l'application mobile de Genius. Et pour la première fois au monde, vous avez un DOM, un diff of market, un carnet d'ordre, la profondeur de marché directement sur l'app mobile. Ce qui veut dire que dans le métro, dans le train, n'importe où, dans ce que tu veux, l'avion, tu as la possibilité de regarder effectivement et de pouvoir trader au carnet directement. Ça, c'est bien pour voir du spoofing et c'est bien pour voir effectivement toutes les manipulations qu'on peut voir sur les marchés. Vous savez qu'un trader se reconnaît à sa lecture du carnet et pas à autre chose. Chouchoukou et autres moyennes mobiles, on n'en a rien à faire. Alors, pour vous aider à arriver chez Genius Station, on va pendant toute cette soirée, c'est assez spécial, vous permettre d'avoir une offre mystère. Vous appelez le 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11 et on vous offrira quelque chose d'exceptionnel. Moi, je connais, hein. Je sais ce que va vous offrir Charlotte. Je peux vous dire que c'est canon. On répète 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Sachez que dans les nouveautés, vous avez Genius Game qui vient de sortir la première simulation de trading professionnel au carnet d'ordre, ça c'est assez incroyable. Vous avez aussi la possibilité de participer au gros événement du mois de mars, qui est la formation Full Marge. On vous en parlera tout à l'heure. On vous dira aussi, on recherche quelques personnes chez Genius TV. On a besoin de renforts, on vous en parle aussi tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est Axel. Bonjour, bonjour Axel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La grande classe, Axel. Regarde, moi je suis en t-shirt. Est-ce que tu as vu mon t-shirt? On va t'en envoyer un, tiens, regarde. Un t-shirt Genius. Voilà, I'm Smart Traders. Voilà.
Je suis J'avais pas le retour vidéo, mais sympa. C'est canon. Merci Axel. C'est un bonheur de t'avoir avec nous dans cette émission ce soir. Ça va devenir une hebdo, hein, d'après ce que j'ai compris. Tes avis, en tout cas, plaisent. Tes prises de position plaisent. On n'est pas là pour faire le JT, Axel. On est là pour dire ce qu'on voit, ce qu'on pense et ce qu'on imagine véritablement qui va se produire. Eh ben oui, tout à fait. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'en ce moment, surtout avec Elon Musk, on a l'occasion de communiquer sur la longueur et de voir si vraiment notre avis s'est avéré, était vérifié la semaine d'après. Donc là, c'est bon, on va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler. C'est Netflix, le mec, c'est pas Tesla. Le gars, c'est carrément 55 épisodes, il y en a un par jour. En même temps, on a besoin d'un mec pareil parce qu'on avait juste auparavant... Bien sûr, l'ex-président américain, hein, celui on le nomme ou pas, non, je sais pas. En tout cas, maintenant, c'est Musk qui a pris le relais. Notre ami, effectivement, Musk qui tweet quasiment tous les jours, et c'est nécessaire. Trump le faisait, vous le savez plutôt, et il faisait bouger les marchés. Aujourd'hui, c'est lui. Alors, j'ai envie de commencer par l'actu, Axel, avec toi, la moins violente, celle pour commencer, tu sais, en douceur, dans ce que tu nous as préparé, quelle serait l'actu la moins virulente, la moins violente? On pourrait parler de l'or, puisqu'on a, comme on en avait discuté, peut-être faire un tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment et des chiffres qui sont présentés. L'or, c'est gentil. L'or, c'est calme. On y va tranquille. L'or, c'est la valeur refuge. Moi, je vais te dire un truc, Axel, je vais être franc avec toi. On va parler de l'or et de l'argent. Est-ce que tu vas parler de l'argent un petit peu ou pas? Pas du tout, j'ai fait un focus sur l'or et on n'a pas en parlé de l'argent, on en a discuté sur la Denius ensemble via le chat. On va en parler parce que tu nous avais parlé d'une mine d'ailleurs qui est très intéressante. Je voudrais qu'on parle de ce qui risque de nous exploser à la tronche d'ici quelques jours. Il y a un scandale sur l'argent, un scandale le silver. Il y a un truc énorme qui risque de péter, restez bien avec nous, on va en parler. Mais d'abord, on parle de l'or. Alors pour t'avouer un truc, Axel, je suis bien embêté parce que l'or, j'arrive pas à définir un sens, un side. Je sais pas où va ce gold. Je sais pas où il va. Je suis perdu. Normalement, le gold, c'est l'antichambre des indices, c'est-à-dire qu'il est opposite aux indices. On sait que l'or est privilégié par les gens qui vont gérer le risque au maximum en ayant une protection, puisque c'est un outil de couverture la plupart du temps, et un outil, bien évidemment, de protection. Où il va, l'or? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? L'or ne bouge pas. Pourquoi l'or ne bouge pas, Axel? Alors, moi déjà j'ai un petit avis sur la direction que va prendre l'or et puis je suis renforcé, enfin j'ai un renfort de la part de certains analystes, notamment un avis qui a été émis par Damien Courvalin, qui est head of la recherche sur les énergies chez Goldman, qui lui voit un retour de l'or à 2000 voire plus. Donc cette année c'est vrai que l'inflation elle n'a pas forcément, elle a pesé sur l'or plus qu'elle ne l'a boosté. On parlait de valeur refuge tout à l'heure. Normalement, la hausse des prix à la consommation devrait pousser les investisseurs à investir dans le dur, dans ce qui existe, dans ce qui est réel, donc dans l'or. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu cette frénésie qui est habituelle pour les métaux précieux. Mais ces derniers temps, on se rend compte quand même qu'on se dirige vers une hausse, qu'on pousse les achats, et les gens commencent peut-être à prendre l'or d'une manière un petit peu décorrélée aux actions, au marché actions. Qui pousse, je sais pas si j'ai été clair. Qui pousse à acheter de l'or? Parce que moi, Axel, j'ai une info différente, une info qui risque effectivement de non pas mettre à mal, mais plutôt, je vais mettre un gros coup de pompe dans le carton. Écoute bien. L'or, tu dis qu'on pousse à l'acheter. Je te crois, je sais que tes sources sont fiables, aucun problème. Moi, je vais aller au culot. Je vais te dire que d'abord, il existe bien évidemment, et ça tu le sais avant moi, deux types d'or, le matériel et le dématériel. On est bien d'accord. Est-ce que déjà tu fais une distinction entre l'or dématérialisé, donc le futur, le GC, et l'or matériel, celui qu'on appelle en lingots ou en onces, tout simplement? Est-ce que tu fais un distinguo entre les deux? Moi, j'ai un distinguo sur le fongible non fongible, bien sûr, parce qu'il est beaucoup plus compliqué de liquider de l'or du précieux matériel, enfin de l'or tel qu'on en parle autour d'une table avec sa famille, que du produit financier, de tous les dérivés qui l'entourent.
Alors, moi j'ai un avis, c'est génial. Moi cette émission, je l'adore et je vous jure que Axel, c'est quelqu'un que je trouve de plus en plus précieux, un peu comme l'or dans l'émission. Moi j'ai un avis un petit peu différent. Sache effectivement que pour moi, on est à l'aube, il me semble, d'un scandale sur les précieux. L'or, je sais pas. Les silver, oui. Ça, je sais, le silver, il va y avoir, il y a des bruits de couloir, des rumeurs. Je sais que les marchés adorent la rumeur, mais par contre, quand on va sortir l'histoire, ça risque de faire mal et de piquer. L'or physique, hein, le fongible en l'occurrence, l'or effectivement physique, on n'arrive plus à l'acheter. Axel, on n'arrive plus à l'acheter. Je vais même aller au-delà. Quand tu veux faire un virement à un vendeur d'or, un bureau de change, ou ce que tu veux, le banquier t'emmerde, mais alors t'emmerde au maximum et t'arrives plus à acheter de lingots, de pièces, de louis et ce que tu veux. Pourquoi ? Peut-être parce que les banques, justement, se réservent la primeur de cet or. Cet or physique qui est plus important que l'or non fongible en cas de crise. Et peut-être que les banques, elles, anticipent. Alors, c'est très aléatoire, hein, entre nous soit dit. On n'est plus du tout dans les années 80 où la banque savait quand toi, tu ne savais pas. Aujourd'hui, les traders retail sont très informés. Mais aujourd'hui, et tu me confirmeras, ou infirmeras, Axel, on n'arrive plus à acheter d'or physique, plus du tout. Alors, le non fongible, on y arrive, mais le fongible, on n'y arrive pas. Il y a un problème sur l'or, en étant sincère, Axel. Il se passe quoi? Parce que là, dans ton papier, je vois bien tout ce que tu nous as donné. Et pour finir, avant de te laisser répondre, l'or, oui, mais l'or, c'est quand il y a un problème de pognon. On n'a pas de problème de pognon, Axel. On n'a pas de problème de fric en ce moment. On a peut-être plus un problème de monnaie. Peut-être que capitaliser sur l'or pour les banques, en tout cas c'est vraiment de la spéculation que je fais là, hein. Mais peut-être que capitaliser sur de l'or physique pour les banques et les grandes institutions, comme on pourra le voir après, même les États, est une manière de sécuriser l'argent, comme le font les investisseurs retail. La compensation. Avoir la compensation en fait. Exactement, et peut-être se couvrir de mouvements auxquels nous, les retail, on n'a pas forcément, en tout cas, nous, on n'est pas informés. Il y a peut-être des choses que nous ne savons pas. Et c'est vrai que les banques ont tendance à la jouer safe, surtout les banques françaises depuis les différentes réglementations. Et c'est peut-être un moyen de se couvrir pour des événements futurs auxquels nous ne pensons pas forcément. Mais on pourra en discuter. À partir de quand, dans quel type de situation, l'or progresse, Axel? À partir de quand? Je parle du non fongible, hein. Je ne parle pas du fongible, parce que le lingot ou le louis, ou ce que il s'achète tout le temps. La plupart du temps, c'est un petit peu le cellier, hein. Quand on a un peu d'argent, on protège avec de l'or, parce qu'on se dit que l'érosion de l'or n'existe quasiment pas, alors que l'érosion de l'argent en particulier, mais en tout cas, lui existe. À partir de quand on peut dire il faut acheter de l'or, Axel? Si tu devais conseiller à quelqu'un, achète de l'or pour te protéger. Dans quel type de situation on va acheter de l'or, Axel? Alors, on achète de l'or, à mon sens, pour protéger de l'inflation. C'est une valeur refuge, mais également, voilà, c'est une valeur refuge, l'or, parce que on a une masse aurifère sur Terre, on peut aller jusque là. On a une masse aurifère qui est finie. C'est un matériau qui a besoin de beaucoup de conditions pour être créé. Et du coup, on n'arrive pas nous à en créer. Ce qui fait ce matériau un matériau rare. Et le fait d'en avoir une même masse va protéger de l'augmentation de la masse monétaire, puisqu'on va avoir besoin d'acheter en proportion la même masse d'or pour une plus grosse masse d'argent. Il y a de toute façon une limitation en l'offre et la demande. Il y a surtout une limitation dans l'offre. Tu augmentes la demande, forcément ton prix augmente. C'est une excellente analyse. La situation dans laquelle on se trouve est propice à l'achat de l'or ou pas, d'après toi, Axel? Moi, aujourd'hui, je pense que totalement. Hein. Mais je pense qu'on verra aussi après. Il y a un renfort des réserves d'or par les États, par la plupart des États qui se développent en tout cas, et aussi des sorties par d'autres États. On en a parlé la semaine dernière. Je pense qu'il faut aujourd'hui se protéger, en tout cas pour une partie, avec les métaux précieux et notamment l'or, bien sûr. D'accord. Pour tout ça. Donc, tu es acheteur de l'or. À quoi? À court, moyen, long, tu le vois acheteur. En tout cas, côté up, l'or, tu vois que ça va progresser, que le prix va augmenter.
Je pense qu'on va dépasser les 2000 $. Toi, tu es comme Goldman par Sachs, once, donc, au-dessus de 2000. ouais, au-dessus de. Il a ciblé, Damien Courvalin a ciblé 2000. Je pense qu'on pourrait aller au-dessus, puisque voilà, comme on en a parlé, l'inflation réelle va être beaucoup plus violente que celle qu'on attend et que celle qu'on nous présente aussi. Je vais te culotter et je vais te dire un truc qui va peut-être te faire sauter de ton siège. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux investir sur le Bitcoin que l'or. T'en penses quoi? Ah oui. Ah bah on en a discuté la semaine dernière. C'est pour ça qu'on parle de l'or cette semaine. Mais oui, il y a d'autres valeurs refuges qui font un petit peu d'ombre aux métaux précieux, notamment à l'or. Mais oui, le Bitcoin, on est sur un actif qui est plus liquide. Pas forcément moins risqué, mais en tout cas qui est plus en vogue. Et vu que l'âge des investisseurs change et qu'on a quand même un gros attrait de la part des investisseurs plus jeunes, on se dirige vers cette typologie d'actifs et ça m'étonne pas qu'on ait un changement de comportement pour se protéger de l'inflation. Et puis aussi, c'est plus rentable. Vous allez me rendre fou tout ce temps que vous êtes. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il faut que je vende mon or pour acheter le Bitcoin. C'est ça que tu nous dis, Axel? Non, je dis juste qu'il y a 20 ans, on aurait pu se protéger avec de l'or. Aujourd'hui, on a un choix et on peut pondérer notre portefeuille en partageant. Pas forcément en s'investissant en all-in sur les métaux précieux, mais également sur de l'or, enfin sur des crypto-monnaies. Axel, tu penses que les gouvernements, les banques se protègent de leur investissement risqué ou de l'érosion monétaire ou même de l'augmentation des taux d'intérêt face effectivement à un marché action qui risque de rebondir et pullbacker côté sud? Tu penses qu'elles se disent on va prendre du Bitcoin par rapport à l'or? Est-ce que j'ai pas compris ce que tu as dit ou est-ce que je suis dans l'abus en disant effectivement que pour moi, en tout cas, jamais, je dis bien jamais, j'irai effectivement compenser mon manque d'or en Bitcoin. Jamais. Pour toi, c'est quelque chose. Alors peut-être que tu vas me dire, Luc, t'es has-been, reviens up to date. Rien à foutre de ton truc. Moi, alors, écoute, Pépé, il y en a marre. On est plutôt Bitcoin. Il y a de l'ETF, il y a du contrafut. On peut faire du Bitcoin. Moi, aujourd'hui, on vient de passer, je vous le rappelle, de 67 000 quelque chose à 60 000, même 58 000 en l'espace de 2 jours. Ça rend fou, Axel. Je comprends plus rien. J'ai l'impression d'être dépassé. Alors, je faisais une différenciation entre le retail, l'investisseur moyen, donc tous les investisseurs particuliers, et les banques. C'est vrai que les banques ont quand même des contraintes qui sont énormes comparées à l'investisseur individuel qui dirige lui-même son risk management. Mais il est possible que les banques investissent dans les crypto-monnaies, pas à une échelle importante. Elles sont obligées de rester sur des actifs, on va dire, plus traditionnels. Oui, c'est sûr. Donc, je ne suis pas sûr qu'un Goldman, qu'un JP Morgan, qu'un Bank of America, qu'un BNP ou autre grande valeur bancaire internationale se couvrent avec du Bitcoin. Ça, c'est peu probable. Mais ils investissent, c'est plus à titre d'investissement qu'à titre de couverture. Tu sais, quand je pense à l'or, j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qu'on vend sous le manteau et qu'on achète sous le manteau. Il faut surtout pas dire au retail ce qu'il faut qu'il fasse avec de l'or. Et ça, moi, ça me gêne énormément. Quand je pense à l'or, je pense bien sûr au CL, c'est pas un problème. Au JC, pardon, c'est pas un problème. Mais par contre, je pense aussi au matériel, au fongible. Il faut absolument que vous ayez au moins quelque part un peu de cette matière, parce que on est dans la matérialisation globale et générale. À force de dématérialiser, tu n'auras plus rien dans les poches. Si un jour il se passe quoi que ce soit, tu seras bien content d'avoir effectivement quelque chose de tangible. Pour finir, sur cet or, qui est le plus gros détenteur d'or au monde, Axel? Toujours les États-Unis, ils ont une réserve de plus de 8000 tonnes d'or. Et ça n'a pas bougé en 20 ans. Et ensuite, on a l'Allemagne. Je vous avais envoyé une petite illustration, je ne sais pas si vous l'avez. Mariana, on peut avoir le graphe. On a un graphe qui est pas mal, qu'Axel nous a fait. Est-ce qu'on peut avoir un petit graphe qui serait très très sympa? J'en profite pour vous dire qu'en haut à droite, vous avez la variation de la Winbar. Pour ceux qui viennent d'arriver, on commence tous les jours à minuit avec 10 000 balles. Et voilà ce que ça fait aujourd'hui, c'est 12,48%. En réel, bien évidemment. Oui, ça va Nicolas, putain la vache. Je me suis trompé, tu sais, j'ai dit CL et tout de suite après, j'ai dit désolé, GC. J'en ai un dans le chat qui m'a dit ah Nicolas, arrête ça. Ripé. Récupération, on est dans la route. On a le petit graphe ou pas, Maria? Voilà, excellent. Les États-Unis, après l'Allemagne, moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit l'Allemagne. Comment se fait-il qu'ils soient les deuxièmes à avoir de l'or?
Ils ont une politique qui est quand même très différente. Les États-Unis, on le sait, puisque c'est plus culturel qu'autre chose. À l'époque où le dollar était rattaché à de l'or, c'est quelque chose qui est historique pour les États-Unis. L'Allemagne, c'est plus surprenant. Ce qui est intéressant dans ce graphe, par contre, c'est l'évolution des pays émergents et notamment de la Suisse qu'on avait abordé l'année dernière. Je t'aurais mis la Chine, moi. Elle est où la Chine? Elle est en combien de positions? La Chine, c'est là que c'est très intéressant. Chine et Russie, Chine qui est en 6e position, mais qui a augmenté en 20 ans ses stocks d'or de 393%. Tu m'étonnes. Évidemment, tout ce qui était sur le marché, il l'achetait. Donc, bien évidemment, c'est clair. Voilà, Nicolas qui dit je te taquine. Tu nous as mis la production, Mariana. Nous, on aurait voulu les réserves d'or. La production, qui produit le plus d'or? Les Chinois? Alors oui, c'est très surprenant, surtout avec les chiffres qu'on a après. C'est la Chine qui produit le plus d'or, alors que c'est pas eux qui ont les plus grandes réserves. Donc il y a un autre graphe que vous pouvez mettre en plus de la production de l'or. On voit que c'est pas eux qui ont les plus grosses réserves, mais c'est eux qui produisent le plus. Donc je me posais la question de savoir où étaient les mines. Canada? Non. Alors Canada, c'est sûr, mais est-ce que c'est eux qui les exploitent? C'est la grande question. C'est la question à 1 million, mais la plus grande mine est en Australie. Après, on est en Russie, Afrique du Sud, États-Unis, Indonésie. Et la question, c'est où sont les mines? Et je pense avoir un début d'élément de réponse sans avoir de certitude. On sait que la Chine capitalise énormément sur le continent africain et que le continent africain, le Ghana, le Soudan, le Mali ont beaucoup de réserves d'or, donc il n'est pas possible que eux, tout en étant pauvres de mines, ils doivent être 10e en termes de volume dans les mines, en tout cas encore disponibles. Comment est-ce qu'ils arrivent à se retrouver à produire 380 tonnes d'or à l'année? Bah oui, c'est assez étonnant. La plus grosse mine mondiale, tu connais le nom, et est-ce qu'on peut traiter dessus, est-ce qu'on peut acheter des actions de cette mine ou pas? La plus grosse mine mondiale, alors j'ai également un graphe, mais j'ai le graphe de la société cotée. Je ne sais pas si c'est Newmont dont vous parlez ou Barrick. Alors, la plus connue, c'est Barrick, en tout cas, c'est celle effectivement qu'on a en tête. L'autre, je la connais un peu moins. Ça s'achète des titres sur les mines. Est-ce que tu plébiscites ça? Est-ce que tu dis effectivement c'est intéressant? Est-ce que ça varie d'ailleurs avec l'or ou pas? Alors, ça varie avec l'or, mais on est quand même rattaché à des comptes sociaux, à de la performance industrielle, bon, c'est pas industrielle, mais de la performance corporate, de la performance d'entreprise. Donc, on n'est pas quand même, on n'est pas rattaché à 100% à l'or. Si on devait se couvrir, il serait peut-être plus judicieux d'investir sur du contrat à terme, des produits dérivés qui eux ont été appliqués le sous-jacent de manière plus fidèle, en tout cas. Bon, bah très bien. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'or, le métal jaune? On a fait le tour de l'or, je le crois, mais on sait que voilà, les 20 dernières années, le plus important, c'est que les 20 dernières années, on voit que la Chine a progressé de 393% sur ses réserves. La Russie également, et c'est très intéressant, surtout que la Russie a un taux d'endettement hyper faible, donc ils capitalisent, mais sans devoir de cash. C'est un dossier à surveiller, je pense. Bon, on parlera du silver, s'il te plaît, la semaine prochaine. Je vais juste lancer un peu le pavé dans la mare. Figurez-vous qu'il a été, a priori, d'après ce qu'on entend, à vérifier avec Axel la semaine prochaine, il a été vendu beaucoup plus d'argent qu'il n'est possible d'en livrer. Ça va être un morceau énorme parce que si jamais ça sort, les détenteurs de silver voudront être livrés et dans ce cas-là, on risque effectivement d'aller très mal côté COMEX, l'endroit en tout cas où est coté et négocié le silver. On en parlera la semaine prochaine, bruit de couloir, rumeur ou véritable info, on verra bien, mais sachez que l'or est véritablement un produit qui est très suivi en particulier par les retail parce qu'il vaut beaucoup moins que le gold. On est aux alentours, je crois, de 200 et des brouettes, alors que l'autre côté, on est à 1800 et des brouettes. Donc forcément, ça cote complètement différemment. Donc le silver, très
intéressant. Ça cote aussi sur les contrats à terme, on peut sur le futur. Ça vous plaît, Laurent, en tout cas. Chichoukou qui nous parle de les détenteurs en Europe, l'Italie et la France qui détiennent le plus d'or. Bravo, en tout cas, à lui d'être up-to-date. Ça, c'est très bien. On en parlait il y a quelques secondes. On va passer à ce qui me plaît en ce moment dans l'actualité. Vous savez que nous, on ne s'ennuie pas chez Genius. Quand on parle d'actualité, on se marre. Pourquoi ? Parce qu'il y a, comme les icebergs, hein, sur le Nasdaq, tu as ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Et la plupart du temps, ce qui est en dessous vaut 3 fois, 10 fois, 1000 fois ce qui est au-dessus. On a parlé d'Elon Musk la semaine dernière. On avait dit qu'effectivement, le garçon avait fait un sondage sur Twitter, Axel, tu t'en souviens. Non, vraiment le truc le plus con de la Terre, hein, l'histoire. Alors lui, c'est de la raconter de gauche à droite et de droite à gauche. Il a fait mieux, il a vendu. Et il a vendu, de mémoire, 6 millions de dollars, c'est ça, 6 millions de dollars d'actions Tesla, c'est ça? Ouais, 6 milliards de dollars, oui. 6 milliards, mignon. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Impact immédiat, Tesla chute. Qu'est-ce qu'on a comme actu là-dessus? Alors dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière, on a encore du tweet d'Elon Musk qui a répondu à Bernie Sanders, qui est le sénateur du Vermont, un sénateur démocrate, pro-impôt, pro-taxation des riches, qui a indiqué lors d'un tweet sans cibler personne, nous devons exiger que les personnes extrêmement riches payent leurs impôts, point. Et Elon Musk s'est empressé de répondre. Excuse-moi, Axel, s'il te plaît. On a Mariana, si tu regardes effectivement dans les images qui ont été envoyées en début de semaine, on a le tweet effectivement de Sanders et on a le tweet effectivement d'Elon. Alors voilà, on refait l'histoire, Axel, c'est très simple. On a un sénateur qui explique que maintenant il y en a ras-le-bol des détenteurs de milliards, de dizaines de milliards de dollars et qui dit si on les taxait, alors on reprend le truc, Elon Musk est au Texas, imposition à 0, quand le mec envoie un tweet, il se prend 1 milliard, il lève un bras, il en prend 500 000. Ce que je veux dire, c'est qu'au stade où on en est, la moralité, le côté moral de la chose voudrait qu'il paye un peu d'impôts. Sanders envoie un tweet, et qu'est-ce qu'il envoie dans son tweet exactement, Sanders? Sanders, il explique que la population doit exiger des personnes les plus riches qu'elles payent leur juste part. Donc il y a et point, en rajoutant un point à la fin. Mais la question, c'est qu'est-ce que la justesse d'une part? Alors, le côté moral, quand on parle de justesse, c'est le côté moral. Sanders qui essaie, alors c'est le truc qu'il faut surtout pas dire, hein, vu les fortunes de Musk et d'autres, il faut surtout pas parler d'impôts, surtout qu'ils sont bien débrouillés, ils en payent pas. Ce qui est drôle, c'est pas ce qu'a dit Sanders, parce qu'à la limite, tout le monde pourrait s'émouvoir en disant, bah écoute, le garçon est quand même lucide. On se demande même pourquoi c'est pas rentré dans les textes de loi, pourquoi effectivement le Congrès n'abonde pas dans le sens de Sanders, et on comprend tout de suite pourquoi. Pourquoi? Réponse d'Elon Musk. On t'écoute, Axel. Alors Elon Musk a répondu à travers plusieurs tweets, notamment en expliquant qu'il avait complètement oublié que Sanders était toujours en ligne. Cassé, et il lui a posé la question. Cassé dès le départ. Fracassé, comme ça c'est réglé, je te mets directement à l'aise. Et il lui a posé la question, est-ce que vous voulez que je vende plus d'actions, Bernie? Et vous n'avez qu'à dire un mot. Donc immédiatement, les actions de Tesla ont chuté en pré-marché. Et il lui a également posé la question, quel taux vous paraît juste? Est-ce que 53% vous semble raisonnable? Et c'est vrai que ce chiffre, il n'est pas sorti au hasard, puisque c'est théoriquement le taux d'imposition global, lorsqu'on place lorsqu'on place notre assiette d'impôt sous toutes les couches d'impôts différentes, c'est le taux d'imposition global des plus-values sur titre. Alors, ça c'est l'actu. Qu'est-ce qu'a voulu faire Elon Musk en disant à Sanders, tu veux que je vende toutes mes actions? Est-ce que tu veux que je liquide complètement mes actions? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce que il va en vendre, ça c'est certain. Il en a vendu, c'est certain aussi. Il n'y a pas que lui. On l'a vu la semaine dernière. C'était quoi le message vis-à-vis de Sanders? C'est j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, j'ai pas peur, ou c'est après tout tu me donnes un bon élément, un bon alibi pour pouvoir vendre, liquider quel que soit ton taux d'imposition? Alors c'est vrai qu'on voit la volonté d'Elon Musk et des membres de sa famille qui sont capitales de sortir des positions, notamment pour générer du cash. Je ne pense pas qu'il soit à un impôt près, vu les plus-values et l'ascension fulgurante des actions Tesla et aussi dans le privé de SpaceX. Comme on l'a remarqué beaucoup de tweetos et comme nous on en avait discuté
la semaine dernière. On pense que c'est une manœuvre pour justifier la vente, tout en conservant l'image on en avait parlé également tous les deux, de super-héros, de sauveurs de l'humanité. Ça permet à Elon Musk de liquider ses actions en faisant bouger le cours, parce que forcément avec 17% de taux de détention, il fait un moindre mouvement, ça bouge le cours, et ça permet de légitimer la vente et la sortie de cash pour les dirigeants. Encore un délit d'initié, encore effectivement un mouvement caché pour en faire un délit d'initié. Et qu'est-ce que fait la SEC? Est-ce qu'il se fait engueuler, Musk, quand il dit un truc pareil? Ou est-ce que la SEC, donc le gendarme américain de contrôle effectivement des marchés financiers US, est-ce qu'ils lui disent mais tu vas finir par la fermer. Il me semble avoir su que Musk s'était engagé, puisqu'il a déjà été rappelé à l'ordre, en particulier sur le Bitcoin, il me semble qu'il s'était engagé à faire valider l'ensemble de ses tweets par une commission de juristes, en tout cas, avant de les envoyer. Est-ce que tu as cette info ? Alors, c'était suite à d'autres tweets, notamment d'une autre actu, notamment faisant suite à une autre actu dont on pourra parler tous les deux. Mais oui, il avait une commission qui devait valider, une commission de communication, je ne sais pas si c'était par rapport à des juristes ou à de la com, mais oui, il était censé avoir un petit plafond pour éviter de faire bouger de manière trop importante le cours de ces titres. Le mec est dangereux, Axel. Quelle est ton opinion? Le mec est dangereux quand même. Il fait flipper. Il est dangereux. Il est dangereux pour les investisseurs, mais c'est un véritable génie. Il est en train de faire justifier la vente de son action à des cours au plus haut de tous les temps, au all-time high, et il est en train de le faire justifier, de faire valider la baisse par la communauté. C'est quand même assez incroyable. Nous, chez Genius, on a fait du trading live. Les gens qui sont dans le chat et qui sont abonnés pourront le dire. On a tradé le Nasdaq en suivant le cours de Tesla. C'est énorme quand même, hein. On avait un leader, on avait un suiveur, on s'est fait plaisir, on suivait les mouvements et on était dedans. En gros, tu as deux gros mastodontes dans le Nasdaq. Bon, il y en a plus que ça c'est clair. Ah, on a frisé sur YouTube. Il y a un problème là-haut? Alors moi, j'ai plus de YouTube. Est-ce que ça continue? Voilà, génial. Il y a une petite rupture, c'est pas grave. En fait, j'étais en train d'expliquer qu'il y a deux mastodontes sur le Nasdaq. On a suivi pendant très longtemps les mouvements d'Amazon qui drivaient en fait le Nasdaq. Et désormais, on suit effectivement Tesla. Et on s'aperçoit que Tesla, le drive fort, effectivement, est dur. C'est vachement important quand même, le Nasdaq aux États-Unis. On sait que véritablement, la santé américaine passe par le Nasdaq. On ne veut pas que le Nasdaq tombe auprès, effectivement, non seulement de la Fed, de la SEC, mais aussi du Congrès et des gouvernants américains. Il ne faut pas que ça tombe, Axel. Parce que s'il tombe, ça va pas être terrible quand même l'histoire. Oui, on parle du Nasdaq ou de Elon Musk. En l'occurrence, Musk, il n'en a plus rien à foutre, il tombera jamais. Il a de la couverture absolument partout, il a des billes absolument partout. Axel, moi je parlais plutôt de Tesla qui pourrait entraîner le Nasdaq vers le bas. Si on refait la petite histoire très rapidement concernant Musk, il y a 1 mois et demi, a vu son titre effectivement délaissé par les premiers investisseurs qui ont investi sur Tesla. Tu es au courant? Ils sont partis. Les Walls qui étaient effectivement sur Tesla ont liquidé quasiment toutes leurs opérations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on fait une répartition de la valorisation de Tesla sur les marchés, il n'y a plus de très gros. Il reste beaucoup de retail, les retail qui viennent comme des pigeons manger les miettes que distribue Musk. Bien sûr, et on a quand même une énorme partie depuis l'inclusion de Tesla dans le S&P 500, on a une grosse partie d'asset managers qui viennent pondérer les fonds cotés ou les fonds privés, qui amène quand même aussi, à contrario, une certaine stabilité. Mais c'est vrai que on peut pas parler, on parle de volatilité dans Tesla à cause du taux de possession du capital par les personnes privées de la famille d'Elon et lui-même. Et c'est très important puisque c'est du jamais vu. On parlait d'Amazon et du taux de détention de Jeff Bezos qui était autour de 10% il y a 1 an, qui est amoindri aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a toutes les billes dans une même main, on est sur une valorisation, on est sur une valeur qui est incontrôlable. Ça fait super peur. Tesla, d'après toi, ça se casse la figure ou pas? J'aurais peur, même Michael Burry avait expliqué qu'il sortilait l'action quand elle était à $500. Bon,
il s'est un peu mangé les doigts, il s'en est un peu mordu les doigts. Personnellement, bien sûr que je serais vendeur. Je ne peux pas sur un point de vue fondamental, on est sur une action qui est hyper valorisée pour ce qu'elle produit, elle est complètement drivée par la mode. Il y a eu un alignement des astres qui ont conduit à une capitalisation pareille. Je la vois que c'est effondré, mais je pense que le point de départ de cette chute sera plus systémique que propre à la compagnie. Parce que Tesla, d'un point de vue fondamental, aujourd'hui, ça y est, les concurrents arrivent. On voit bien General Motors qui commence effectivement à nouer des partenariats à droite et à gauche. On voit des sociétés chinoises qui construisent des voitures. Mais le mec, effectivement, est fort. Il n'y a rien qui sort. Rien qui sort. Je ne sais pas ce qui se noue, ce qui se joue chez les constructeurs automobiles. Soit l'autre leur a mis un vent international et a au moins 10 ans d'avance, puisque certains constructeurs avance la date de 2030, 2035. Mais c'est quoi le délire? Il y a encore de beaux jours pour Tesla devant eux. Par contre, Tesla, effectivement, comme tu le disais, ça ne viendra pas forcément de Tesla, mais ça peut venir effectivement de manière globale. Et Tesla mange comme les autres, puisque Tesla, c'est un effet de mode. C'est clair que c'est une valeur qu'elle vend en poupe parce qu'elle fait le buzz. Le patron de Tesla fait le buzz. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence avec d'autres marques, Stellantis, Renault ou d'autres. Même à l'époque, on avait effectivement Carlos Ghosn sur Renault qui faisait le buzz parce qu'il avait noué du partenariat avec les Japonais et autres. Aujourd'hui, il n'est plus là. On voit bien que c'est le mec qui fait le buzz. La voiture en soi est discutable, le look est discutable, l'autonomie est discutable, la technologie est discutable. Ce qui n'est pas discutable, c'est que le gars, c'est le number one du number one. On connaît le volume de Tesla vendu dans le monde par rapport aux autres constructeurs. C'est 1 pour 1000, 1 pour 100, 1 pour 500. Ça doit être gigantesque, la différence. Tesla, c'est le number one mondial. C'est le number one mondial, et puis surtout qu'ils ont, ils ont capitalisé sur une technologie qui était à l'époque trop en avance, presque. Ils ont misé sur une Oui, ils ont misé sur une technologie, personne n'y croyait. Ils se sont fait rironner lorsqu'ils ont demandé des partenariats avec des grandes marques. C'est quelque chose qui a demandé énormément de R&D, qui a généré beaucoup de pertes. Il les rembourse encore, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce pari, il est gagnant puisque il se trouve que la conscience écologique, qui est quand même le fer de lance derrière le dos d'Elon Musk, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. A fait que la capitalisation de Tesla est vue comme un remerciement pour le futur. Ça conforte cette image d'Elon Musk qui est sauveur du monde. Je peux nous emmener hors de la planète, mais je peux également sauver notre planète. Propaganda. Il est vu comme... Propaganda, propaganda. Aïe, aïe, aïe. On verra peut-être Elon Musk avec affronter The Rock au présidentiel. En tout cas, il y en a un qui l'aime pas trop, côté russe. Ils ont envoyé du lourd aussi dans l'espace, d'un air de dire on est là aussi, ils n'ont rien à foutre de ton SpaceX, quelque part. Tesla, côté vendeur. Mais Tesla, côté vendeur, c'est pas lui qui initiera la baisse, d'après Axel. C'est Tesla qui descendra parce que le reste, effectivement, descendra. D'un point de vue général, si on fait un break au milieu de l'émission et qu'on se dit, voilà, Axel, ta vision globale des marchés, je parle des marchés actions en l'occurrence, ta vision globale, on est dans le surnaturel quand même. On est dans le surnaturel. Ah oui, on est dans un marché alien en ce moment. On a des taux d'intérêt qui sont bas depuis beaucoup trop longtemps. C'est quelque chose qui, à mon avis, on en avait peut-être aussi parlé la semaine dernière, qui, à mon avis, va pas forcément durer. Et surtout, on ne reverra jamais une configuration pareille au niveau des taux d'intérêt. Ça va faire très mal. On avait parlé d'aller dans un mur ou dans un autre. De toute manière, on ira dans un mur, c'est mon analyse en tout cas. On est beaucoup trop haut pour ce qu'on produit. Certes, il y a de la croissance, mais on est quand même à la sortie d'une crise, même si elle est sanitaire, qui a laissé des traces. Et aujourd'hui, les chiffres n'ont pas évolué de manière proportionnelle aux capitalisations. Donc, on est sur un marché cher et plus que cher. Le risque, c'est qu'on s'habitue à ce type de mouvement post-Covid. En omettant qu'on puisse... En omettant qu'on puisse aussi descendre, bien évidemment. Alors, c'est vrai que c'est tendu. On en a parlé la semaine dernière aussi avec le principe de la géopolitique qui renforce le risque maximum, maximum. Chinois, Russie, Américains. Le conflit géopolitique est au bord, puisqu'il y a encore eu lundi, je crois, des avions belges, français et néerlandais, enfin, je ne sais plus quoi, qui ont sorti des avions russes de l'espace, effectivement, de l'OTAN. C'est risqué, ça tend effectivement au maximum.
La bourse n'en a rien à foutre, bien au contraire, un conflit fait monter les marchés, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'endormir, et tu as raison, nous, notre protection est maximum. On se fout de savoir si ça va durer ou pas, parce que de toute façon, on est liquide la nuit, pas de position overnight, on reste effectivement en séance, on protège absolument tout. Si le marché doit tomber, qu'il tombe, on en profitera, et chez Genius, on anticipe, on forecast, et ça paye. Autre chose sur Tesla, sur Musk, ou est-ce qu'on passe à autre chose? On aurait pu parler de la réclamation de JP Morgan à Tesla, qui lui réclame 162 millions de dollars de mémoire pour justement des tweets d'Elon Musk datant d'un accord de 2014 où JP Morgan avait acheté des bons de souscription à Tesla pour de l'ordre, en tout cas en primaire, de 560 dollars avant split, hein, on s'entend. Et bon, forcément, ils ont essayé de faire jouer leur option en juin et juillet, et Tesla ferme les yeux, joue le sourd, donc il se voit réclamer un montant de 162 millions de dollars. On peut passer vite sur cette info, mais c'est toujours intéressant de voir que JP Morgan, qui n'a quand même pas l'habitude d'attaquer ses clients, aujourd'hui se permet, et c'est bien représentatif de l'attitude que Tesla a envie d'avoir, même s'il est leader, celui de l'outsider, et qui se laisse pas faire par le système traditionnel. Et surtout qu'ils peuvent leur pourrir la vie, JP Morgan à Tesla. Hein. C'est quand même pas rien, JP Morgan. Les avis de JP Morgan sont véritablement lus, effectivement, et vus et suivis. C'est un peu quand même j'allais dire, le Sherpa pour beaucoup de fonds, beaucoup de professionnels. Et ils peuvent véritablement leur pourrir la vie. Bon, en même temps, c'est le sérail. C'est pas un problème. Ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. C'est une plainte qui date de pas longtemps. On parle effectivement d'un financement de la banque américaine de 2014. Tu confirmes? Oui, c'est ça, oui. Absolument. Un échange de bons de souscription et avec une clause de révision de prix en cas de forte fluctuation. C'est là que j'imagine le problème se pose, puisque hors split, on devrait être autour de combien, 4 000, peut-être 5 000, on devrait être autour de 5 000 dollars par le prix de l'action. C'est 5 ou 3, 5, je crois, de mémoire. C'est 5, ouais. C'est à la splitter en 3 ou 5, ouais, effectivement. Donc, on serait pas loin, effectivement, de 4 000, voire même 5 000 dollars. Donc, c'est quand même un gros truc. Le prix d'exercice serait de 420 dollars. Absolument. Bref, une situation, comme on dit chez les initiés, asymétrique. Tu as déjà entendu le terme, bien sûr. Oui, on est face à quand même, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on est face à deux très grosses entreprises qui, de manière naturelle, vont quand même essayer de la jouer safe sur les marchés, puisque forcément, si l'un peut avoir de l'impact sur l'autre. Et aujourd'hui, Tesla est beaucoup plus gros, mais plus fragile. Et on a ce rapport de pouvoir qui montre que d'un côté, on a JP Morgan qui ne va pas se laisser faire, et de l'autre côté, Tesla aussi. Donc jusqu'où ça va aller dans les tribunaux, et ça y est déjà. S'arrangeront. Qui va gagner? Ils s'arrangeront. C'est pas le pot de terre contre le pot de fer, là. On est entre gens de bienséance. Un petit coup dans le fauteuil du salon d'à côté. On s'arrange. Alors évidemment, il faut garder la tête haute. C'est des accords en sous-marin. Ça se traitera pas devant une cour de justice parce que tu sais qu'aux États-Unis, la transition est c'est un peu compliqué. Dans le domaine financier, par contre, ils se marrent pas. Ça, c'est sûr. Ils sont très vite à prendre 170 ans de prison. Ça, c'est clair. Mais là, en l'occurrence, ça va s'arranger. L'autre va trouver des points, il va mettre pareil dans la balance pas mal de choses comme simplement l'industrie américaine qui peut décliner si Tesla décide de claquer la porte ou de fermer des méga factories. Bref, ça s'arrange tout ça, ça se débrouille. Merci Axel sur Tesla, Samy qui est dans le chat et qui nous dit désolé les gars, mais pour moi Tesla va à 1200. Oui, SpaceX, Tesla non, ça va un peu vite quand même. 1200 km/h pour une Tesla, ça paraît beaucoup quand même. On a compris que c'était 1200 $. Merci à Samy pour son point de vue. On fait, sans transition d'ailleurs, un saut vers les énergies. Vous savez que les matières premières font peur. D'abord parce qu'on est dépendant. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, et Axel le précisera, on est dépendant du bon vouloir de l'Est. Et ça pique aussi. Les Américains avaient prévenu les Européens. Ils leur ont dit, si vous continuez à faire bisous avec les Russes, vous allez vous retrouver à l'envers et ils feront de vous ce que vous voudrez. C'est un conflit qui est un sac de nœuds épouvantable
épouvantable. On parle dedans, bien évidemment, de la Russie, de la Chine, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de l'immigration, des migrants, de l'Allemagne, bien évidemment, aussi de la Turquie, des gazoducs. Enfin bref, il faut essayer d'y voir un petit peu plus clair. Axel, tu vas nous en parler dans quelques secondes. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à Genius pour avoir un algorithme d'intelligence artificielle dans une station de trading, une trading plateforme dans laquelle vous voulez trader en automatique, semi-automatique ou même manuel, une TV live tous les jours de 8h jusqu'à 20h, voire même 21h parfois, n'hésitez pas, 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Axel, on va vraiment avoir une baisse du coût du gaz, ou est-ce que Gazprom, qui fait monter un petit peu les enchères, a attendu suffisamment longtemps avant de remplir ses stocks simplement et enfin de délivrer à juste prix du gaz? Alors, vous avez un petit peu tout dit, en tout cas tout le fond de la Du question. problème surtout. Oui, c'est problématique, surtout qu'on a des intérêts vis-à-vis des États-Unis, que forcément l'oncle Sam n'a pas nécessairement envie de nous voir commercer, en tout cas à si grande échelle avec son homologue russe. Il y a le remplissage des stocks de gaz européens qui a été lancé le mardi de la semaine dernière. Et pour rappel, on avait quand même des niveaux de réserve qui étaient extrêmement bas ces derniers mois en Europe, ce qui a créé l'explosion des prix. Donc là, en fait, comme ils ont rempli leur stock, on devrait avoir une baisse des prix du gaz quand même. Théoriquement, oui. D'un point de vue complètement théorique, totalement. La question qui s'est posée, c'est que selon Moscou, l'Union européenne elle a favorisé les achats sur les marchés Américain? comptants. Non, content, d'accord. Non, oui. Elle a favorisé ses achats sur les marchés au lieu de favoriser le traitement purement contractuel comme il le faisait auparavant avec Gazprom. Donc on se pose la question, est-ce que pour obtenir ces accords pluriannuels, la Russie n'a pas mis la pression sur les prix du gaz, notamment en cherchant à remplir ses réserves elles-mêmes et peut-être assécher via Nord Stream 1 les réserves européennes. Il y a une question qui se pose. Alors, notamment Axel, par les pays concurrents. Ça va un peu vite là l'histoire, ça va un peu vite et je suis sûr que là, la plupart effectivement sont en eau trouble. On va reprendre le truc depuis le départ. Si je suis ce que tu dis, je m'appelle Gazprom, je suis en Russie, je dois dealer avec l'Europe. Pourquoi? Parce que les contrats de livraison effectivement de la Russie vers l'Europe arrivent à échéance et on doit les renégocier. Étape numéro 1, je ne me trompe pas. J'assèche le gaz, je crée donc une pénurie de gaz, je vais donc augmenter la demande par rapport à l'offre. Les prix s'emballent. Si les prix s'emballent, je rentre sur la table des négociations avec 2 attachés-caisses, un marteau et un fusil à pompe. Et je dis, vous faites comme vous voulez les gars, mais si vous voulez continuer à payer cher votre gaz, eh ben continuez à se foutre de nous et continuez effectivement à ne pas vouloir signer peut-être un contrat qui serait différent de celui que vous avez signé précédemment. En gros, la Russie, et tu m'arrêtes si je me trompe, aimerait que les Européens signent un contrat long terme, ça me paraît évident, pour essayer de livrer du gaz moins cher. Est-ce que j'ai raison ou tort? Et surtout des volumes plus importants. Conséquents. Avec la mise en service accélérée de Nord Stream 2, du coup, qui est le gazoduc un petit peu controversé, qui était en construction et face auquel se sont dressés beaucoup de pays européens et qui pourrait quasiment doubler l'acheminement de gaz vers l'Europe en provenance de la Russie. Le 2, en tout cas, il a un truc génial, le 2. Le 2, il n'y a pas beaucoup de droits de passage parce qu'il ne passe pas par des terres, par des endroits où on risque d'avoir des taxes supplémentaires, des pays qui peuvent faire des embargos, qui peuvent couper, abandonner la livraison. On l'a vu avec la Biélorussie il y a encore cette semaine, le président qui a dit clairement, les Européens, si vous me cassez la tête avec mes migrants, je coupe la livraison. Allez hop, terminé, vous n'aurez plus de gaz chez vous. C'est quoi ce délire là? On est entre gamins dans une cour de récré ou c'est vraiment comme ça que ça se passe, Axel? Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les négociations sont beaucoup plus brutales. Oui, on est dans la Cour européenne et les négociations à l'échelle européenne, même à l'échelle internationale, sont
sont brutales. Je dirais pas que c'est une cour de gamin, mais c'est plus brutal et on mélange enjeux commerciaux et intérêts européens. C'est ce qui est compliqué. Et voilà. Mais alors, cette histoire de gazoduc. oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, termine, pardon. Pour l'histoire du gazoduc, on est clairement sur clairement. On peut approuver, on peut que spéculer, mais on est sur une magnifique manœuvre pour accélérer la mise en service du gazoduc, qui permettra sur le long terme d'acheminer l'entièreté de l'Europe, en tout cas de l'Europe, là où l'argent est en Europe, donc les pays Belgique, Allemagne et France. Et on pourra acheminer du gaz à grande échelle et on sera quasiment face à un monopole de la Russie en termes de livraison de gaz. Donc est-ce que sur le long terme, on se risque pas de se retrouver plus que dépendant et surtout victime des oscillations de prix décidées par la Russie? C'est une question que se posent beaucoup de pays, notamment l'Italie et l'Ukraine. Je n'ai de cesse que de répéter que ce climat est délétère, il est mauvais parce qu'il crée effectivement des tensions géopolitiques, voire même des conflits qui pourraient être des conflits armés. Quand vous regardez l'ensemble des conflits qui se sont produits depuis la nuit des temps, ce sont des conflits qui ont pour origine à la base, la plupart du temps, les conflits énergétiques. On parle de pétrole. Si vous prenez la situation géographique aujourd'hui de livraison d'énergie, on a toujours travaillé avec le Moyen-Orient, on a toujours travaillé avec l'Orient, on a toujours travaillé avec l'Afrique, on a toujours travaillé avec ces pays-là qui sont OPEP, non OPEP pour le pétrole. Mais aujourd'hui, Axel, la carte a changé. On fait de l'électrique, on n'a plus besoin de pétrole, on a par contre besoin de gaz parce qu'on retrouve effectivement à travers le gaz ce qu'on appelle le NatGaz qui est coté NG1 en définitive sur le contrat à terme. Vous pouvez le traiter à travers nos partenaires qui sont Stage 5, Dorman et ainsi de suite. Vous pouvez traiter le NatGaz. L'évolution du prix du NatGaz par rapport au pétrole, c'est juste une folie, quoi. C'est juste dingue. Donc on est à la croisée des chemins, c'est le bon moment. Est-ce qu'on va avoir un NatGaz qui descend d'après toi ou un NatGaz qui risque de se renforcer et de remonter? À court terme, en tout cas, lors de la mise en service du gazoduc, vu la capacité de ce gazoduc pour acheminer le gaz, on est quand même à 55 milliards de mètres carrés de gaz par an qui passe sous la mer Baltique via Nord Stream 2. Les prix devraient théoriquement baisser. Sur le long terme, c'est moins sûr. Ils ont signé ce contrat avec les Russes ou pas? Est-ce qu'ils ont le choix? C'est ça la question. On parle de nous, hein. On parle de nous, hein. On parle des Européens, hein. On parle de nous. T'as vu la boulette du mec d'Engie ou pas? Il y a quoi? Il y a quelques semaines? Tu l'as vu cette boulette à 4 milliards? 4 milliards. Le mec, un trader d'énergie, électricité, 4 milliards, il perd. Bam, dans la tronche. Lui, c'est un bon. Hein. Alors lui, franchement, bon, il a perdu son job, il a tout perdu. 4 milliards dans la tête. Ça, c'est excellent. Ah bah oui, tu sais que l'électricité aussi, on la gère. Hein, Powernext, ça se deal aussi sur les marchés. On peut faire pas mal de choses. Est-ce qu'on a autre chose à voir par rapport à cette matière première énergétique? Demain, si vous êtes avec nous dans Genius TV, on aura Alexandre à 16h30 demain qui nous parlera du pétrole WTI, bien sûr, et Brent. En tout cas, il nous parle du NatGaz depuis très longtemps. C'est un produit génial à traiter. Il se traite en full contract, en mini-lot. C'est génial. C'est un excellent produit. Est-ce qu'on a fait le tour sur le NatGaz? On a fait le tour. Bon, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous et je sais, Axel, que toi, tu l'aimes bien aussi. Tu m'en as parlé tout à l'heure, vous l'avez compris, hein, ça commence par B, ça finit par N, bien évidemment. Il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie et pourtant, on ne parle que de lui. Il fait la pluie et le beau temps. eDrive, c'est le leader dans la locomotive de l'ensemble des crypto-monnaies. Alors, avant même de te demander quelle est l'actualité sur cette cryptocurrency qui nous intéresse, bien sûr, pourquoi? Parce qu'elle est tellement puissante aujourd'hui qu'elle appuie sur nos indices majeurs. Oui, absolument. Elle appuie sur nos indices majeurs dans le principe simple de la physique, de la répartition des masses financières, de la couverture, de la gestion du risque et de la répartition d'un portefeuille classique et traditionnel. Il faut avoir du Bitcoin. C'est Axel qui nous le dira d'ici quelques secondes. Je vous mets en garde. Faites attention. La crypto-monnaie en particulier, il y a de tout et n'importe quoi dans la crypto. J'en ai vu une d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Tu vas nous en parler. C'est un Miami Coin, c'est ça? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est un Miami Coin. C'est le nouveau, ça.
Miami Coin, oui. Allez, Miami Oui. Coin, pourquoi pas? On aura bien sûr un Miami Coin dans pas très longtemps. Il y a des coins partout, ça s'écrit pas tout le temps de la même manière. En tout cas, l'économie du coin, en définitive, a son plein essor. Il faut reconnaître que ça soit acheteur ou vendeur. Ce que je déplore, bien évidemment, ce sont les mouvements parasites des exchanges. Nous avons d'ailleurs décidé dans le Genius de recalculer notre algorithme de façon à ne plus être hyper court terme sur la cryptocurrencies. Beaucoup trop de spread, beaucoup trop de slippage. Théoriquement, on est gagnant sur toutes les opérations, sauf que la contrepartie, ce qu'on appelle effectivement la contrepartie, l'exchange, se sert, se gave et effectivement derrière nous met des spreads parfois de l'ordre de 90% du TP. Donc, faut arrêter les conneries. On va donc recalculer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la planète Bitcoin? On va encore reparler de Musk ou pas? Pas tout de suite en tout cas, mais on a quand même beaucoup d'actualités et qui émergent de tous les côtés. Hein. La semaine dernière, on passait les plus hauts niveaux pour le Bitcoin et l'Ethereum, donc c'est eux les principaux moteurs du marché. Et ça a été poussé par les indices de prix à la consommation américains. Et PC On Core. est quand même sur on est quand même sur un actif, sur une typologie d'actifs qui est traité comme une valeur refuge. Dans Alors une certaine manière, alors ça, moi, un peu plus. ça me déchire. Sincèrement, prendre un produit, on parlait tout à l'heure tangible, non tangible, en tout cas fongible, non fongible, qu'est-ce que tu veux, le Bitcoin quand même, en termes de fondamental du Bitcoin, si tu crées une valo et que tu cherches effectivement à avoir une valo sur le Bitcoin, tu la trouves comment, ta valo, toi? Tout est pipé dans ce truc-là. Même l'origine, on n'est pas sûr de là où il vient. Ce Bitcoin, c'est quoi le délire là? Où on en est avec ce Bitcoin, Axel? Bah alors le Bitcoin, il est interprété comme une valeur refuge parce que la masse d'investisseurs, la majorité des investisseurs sont retail. Les plus gros détenteurs de Bitcoin aujourd'hui, ce sont des retail, et c'est un marché qui n'est pas complètement structuré comme peuvent l'être les actions ou les obligations. Il n'est pas emmerdé. Il n'est pas emmerdé. Au niveau légal, il n'est pas emmerdé. Ça, c'est sûr. Et du coup, on se retrouve quand même face à un marché où j'utilise peut-être les grands mots, mais où la population décide et les grands détenteurs décident. Et c'est très intéressant puisqu'on a quand même cette image d'un actif qui est entre guillemets un peu pur, qui n'a pas été fabriqué par une banque, qui est un actif du peuple. Et les gens, vu les rendements, n'ont pas envie de louper le train, même si le train est déjà parti il y a quelques années. Donc c'est très intéressant de voir ça. C'est des outils qui sont simplement des outils de buzz, Axel, pour l'instant. C'est que du buzz. Moi, je lis effectivement la presse et je regarde dans la presse spécialisée, en particulier cryptocurrencies. Les mecs te font passer de 9h à 9h15 avec soi-disant la valeur. De quoi on a parlé encore aujourd'hui? Je sais plus quel type. Alors, je te passe le Shiba, le Luna. Il y en a une qui aujourd'hui est montée et redescendue de 2 fois ou 3 fois de ce qu'elle était montée. On fait rêver les gens. C'est normal, d'après toi, c'est moral de faire ce genre de truc? Ou encore une fois, je vais passer pour un abruti, un con, qui est là pour foutre le problème, alors qu'en définitive, quand vous achetez du Bitcoin, il y en a un qui vous le vend et qui lui fait un peu plus d'oseille que vous, ce que vous venez d'en faire. Oui, c'est aujourd'hui traité sur le marché des crypto-monnaies, c'est comme ça sur une table de poker. On est bien d'accord. On sait qu'il y a une part quand même de hasard. On ne sait pas distribuer les cartes de la même manière, on n'a pas tous le même jeu. Mais d'un autre côté, il y a aussi une petite part de stratégie qui fait que le marché est appétissant. C'est clair, mais en tout cas, on est d'accord là-dessus, on ne fait pas de trading sur la crypto. Le trading ne paye pas sur la crypto. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je parle du spot. Le spot, c'est celui qu'on traite directement sur l'exchange, au même titre qu'on achète du dollar, du yen, du yuan, ou ce que tu veux. Encore le yuan, c'est encore différent. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si on devait parler de cette monnaie, de cette valeur, pour moi, c'est de l'air, c'est brasser de l'air. Et les mouvements sont tellement importants, 67 000, 60 000. Le mec qui a acheté à 67 000, il fait quoi? Il chiale, il pleure, il se jette d'un pont. Qu'est-ce qu'il fait? Avec du levier en plus. Il a perdu une partie de son capital. Il connaît ses risques. Tout le monde connaît les risques de cet actif. Et il faut
on arrive en ayant sous les yeux des graphiques, des fluctuations qui sont importantes, donc on est au courant de ce qui se passe quand on met de l'argent dans de l'Ethereum, dans du Bitcoin, dans du Shiba, dans du Doge ou autre Internet Computer. On fait, après, chacun fait comme il l'entend, chacun est assez grand pour pondérer correctement son portefeuille en crypto-monnaie, et on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Il n'y a pas d'obligation, on a quasiment aucun encadrement, en tout cas en France, on n'a quasiment aucun encadrement pour... C'est pour ça que ce que tu viens de dire, ça vaut son pesant d'or. Chacun, bien sûr, maîtrise la particularité du Bitcoin. C'est chaud quand même, Axel. Prudence sur ces produits. Prudence. Axel, qui c'est qui a du Bitcoin? Qui c'est qu'en a du Bitcoin? Quels sont les acteurs du Bitcoin? Qui c'est qui en détient? Alors, bien sûr, on a tous les créateurs. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Quand on crée une crypto-monnaie, qu'on fait une ICO, souvent, les principaux fondateurs des projets, en espérant des gains long terme, font l'acquisition d'une partie des tokens. On avait pu le voir pour le Doge où son créateur avait vendu tous ses Doge pour acheter une voiture à l'époque. Ils sont dans les doigts aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même des acteurs du commercial privé comme Tesla qui a annoncé avoir mis il y a quelques mois une partie de sa trésorerie en début d'année en Bitcoin, on a du MicroStrategy. C'est fini ça maintenant, c'est fini ça Tesla. Il a dit oui, il a dit non, il a dit c'est terminé. Il devait effectivement donner la capacité d'acheter ces Tesla en Bitcoin. Il s'est vite ravisé, il a dégagé le truc, c'est terminé. On peut pas acheter une Tesla en Bitcoin, Axel. On peut plus. Oui, on peut plus, mais il y a une partie des trésoreries et des investissements de certaines sociétés privées qui est placée en crypto-monnaie. Aujourd'hui, je peux citer sans trop mouiller MicroStrategy, qui est le plus gros détenteur américain Bitcoin. Je sais plus quel nombre exactement ils ont de tokens, mais ils en ont une masse. Le moment où ils vont déboucler leur position, ça va faire mal, et puis surtout ils vont être assortis d'une très 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 grosse plus-value sur la crypto-monnaie. Et aussi les États. On en va parler avec le Salvador qui l'a rendu légal. Oui, attends, les États, tu mets ça au pluriel. Il y a le Salvador, il y en a d'autres qui ont fait ça aussi ou pas? Ouf, j'ai mis ça au pluriel. Je crois qu'il n'y a pas encore d'autres États, mais il y en a qui y sont. J'ai plus d'autres. J'ai plus les noms, donc je vais éviter de dire. L'Afrique en particulier, l'Afrique y songe énormément de façon à avoir sa propre monnaie et de plus dépendre du franc CFA donné par la France d'ailleurs, compensé par la France. Oui. Dans ce que tu as préparé, en définitive, tu nous parles de réserve d'exchange. Tu peux nous en parler, s'il te plaît, qui pourrait influer sur justement le cours du Bitcoin, de façon à ce qu'on trouve un consensus et qu'on décide de savoir si on tient le Bitcoin ou si on le lâche. Alors oui, je vais me remettre le graphe sous les yeux. Vous avez l'illustration, hop là. On voit que les exchanges avaient capitalisé sur les crypto-monnaies. Mariana, s'il te plaît. Les réserves de... Attends, excuse-moi Axel. Mariana, tu veux nous remettre le graphique de tout à l'heure, le graphique noir surtout, s'il te plaît. Ah, elle n'a pas le noir, Mariana. Tu lui as pas envoyé le noir? C'est le numéro 8. Elle n'a pas le 8. On est en direct. Vous voulez que je vous renvoie? Comme tu veux, sinon moi je te l'affiche, moi ton Bitcoin. Tu veux que je te l'affiche ton Bitcoin? Moi je te le mets, moi. Si tu veux juste voir un graphique Bitcoin, comme tu veux. Soit tu nous le renvoies, soit je te l'affiche. Je m'en occupe tout de suite. Hop là, tac. C'est dans votre boîte. Dans la mienne, c'est pas possible. C'est dans celle de Mariana. Moi la mienne, c'est dans... Ah, c'est celle de Charlotte, madame. J'ai répondu à Charlotte. Alors, si Charlotte a le graphique, qu'elle le fasse tourner. Pendant ce temps-là, je vous dis que le Bitcoin contre l'USDT est à 60 555. On l'a vu monter un peu, mais nous, tu sais quoi, Axel? On prévoit effectivement quelque chose qui risque de piquer, qui risque de descendre très fort dans les semaines à venir, jours et semaines à venir. Quel est ton avis sur le Bitcoin en attendant qu'on affiche le graphique? Honnêtement, j'arrive jamais à décider d'une direction pour les crypto-monnaies. Je ne sais pas où ça va. Il n'y a pas de news qui drive, mis à part tout ce qui est marketing Elon Musk, etc. On peut se retrouver dans une grande baisse et la semaine d'après être au plus haut parce qu'on a un État qui en fait sa monnaie. C'est du poker. C'est du poker. Ouais. C'est du poker. Et encore, on n'a pas tout le jeu de cartes, donc.
Je vous incite d'ailleurs à vous entraîner au trading avec Genius Game. Quand vous voulez trader la crypto, vous vous mettez sur Genius Game qui traite la crypto. D'ailleurs, à votre place, si vous le désirez, vous pouvez automatiser tout ça et avoir effectivement un système qui peut acheter et vendre de la crypto. Si vous voulez vous essayer, vous passez en game. Si vous voulez voir en live, vous passez en live. On a le graphique ou pas là-haut? C'est bon? Allez, mets-nous le graphique. Qu'est-ce qui veut dire ton graphique? Il mesure le prix du Bitcoin avec les réserves. Je ne sais pas si les réserves sont uniquement constituées de Bitcoin, mais les réserves en tout cas de crypto-monnaies en général, qui ont une tendance, les réserves des exchanges, qui ont tendance à diminuer en même temps que le prix du Bitcoin monte. Donc ça peut donner un signe de direction, en tout cas une direction baissière pour les crypto-monnaies, au sens que c'est les exchanges qui ont l'information la plus ils ont le volume, pure, la plus directe. Ils ont toute la profondeur, donc ils savent exactement où on va, eux. Oui, et là où nous on a une clé, eux ils ont le trousseau. Donc c'est ça. On peut se poser la question. Là, on peut se poser la question de est-ce qu'on n'est pas on n'est pas face à une information qui nous montre que les crypto-monnaies, parce que bien sûr elles vont suivre le Bitcoin, vont subir une forte pression. C'est aux semaines à venir, une forte pression baissière. Je ne sais pas, mais en tout cas, si les exchanges avaient confiance, en tout cas sur le long terme, en la hausse, en la croissance de cette typologie d'actifs, ils liquideraient pas leur position. En tout cas, on serait pas sur une. Mais il n'y aurait plus de mouvement. Il n'y aurait plus de mouvement. Dans ce cas-là, si jamais tu n'as plus de liquidité, tu n'as plus de volatilité, tu n'as plus rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit très rapidement, nous, côté vendeur, je te dis à quelques jours, quelques semaines, pour nous, le Bitcoin, ça ne sent pas très bon. Et ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui te diront, oui, mais l'offre et la demande. Si jamais il y a moins d'offres, effectivement, qu'il y a plus de demandes, le prix monte. Sauf qu'à un moment, ça s'aliène. C'est un peu le côté positif, négatif. Ça part à zéro. Si tu pars à zéro, tu tombes et tu retrouves effectivement des prix normaux pour pouvoir refaire des mouvements sur le Bitcoin. Tu nous as fait un graphique aussi, on a un classement de banques ou de détenteurs, c'est ça de crypto? En fait, c'est le classement des valeurs bancaires au niveau international, et je voulais rappeler un petit peu la place que prennent les crypto-monnaies, qui sont dans l'idée, dans le principe des valeurs qui permettent de s'échanger sans intermédiaires, donc qui font concurrence directement aux banques. Et à leur niveau les plus hauts, ces crypto-monnaies sont largement au-dessus des plus grosses valeurs bancaires au niveau international. Personne ne leur arrive à la cheville, même le challenger qui est Ethereum vaut plus que JP Morgan et le Bitcoin. Ça par contre, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est démentiel, démesuré. C'est assez exceptionnel. On voit bien, la dernière, c'est Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Morgan Stanley ensuite, Wells Fargo, CM Bank, j'allais dire, il n'y a même pas Bank of America, si, quand même en 4e position. JP Morgan Chase, Ethereum, Bitcoin. C'est ouf, c'est absolument ouf. En tout cas, merci de nous avoir montré tout ça. Tu nous parles, avant de nous quitter, de deux choses. Tu vas nous parler, je crois, de ceux qui sont en train de créer leur propre crypto. Alors bon, c'est pas une nouveauté en soi, mais ça tient l'actualité quasiment de manière quotidienne, on le voit bien. Et il y a aussi les buzz, ceux qui font tourner, en particulier les salles de ciné actuellement. A priori, on peut s'acheter un ticket de cinéma en Bitcoin, en crypto. Bon, pourquoi pas. C'est quoi l'actu là-dessus, pardon. On a beaucoup d'actualités qui sont sorties la semaine dernière, notamment Miami qui va se mettre à distribuer les rendements de sa propre crypto-monnaie, le Miami Coin. Exactement. Ils ont déjà fait plus de 21 millions en 3 mois, et ils estiment aller autour de 60-70 millions. Pourquoi ils font ça? Ça peut être... Pourquoi ils font ça? C'est l'hélicoptère monnaie, ça va créer de l'inflation, non? Possible, je ne sais pas quel canal de distribution sera mis en place par la ville. Je ne sais pas si ce sera du dollar qui sera émis, ou justement s'ils continueront à capitaliser sur leur crypto-monnaie. Mais le principe en soi est malin. Vous avez jamais eu dans votre quartier une monnaie de quartier, une monnaie pour le troc? Moi j'avais ça à Lyon. Pour le troc? Non, mais pour aller dans un magasin, il y en a qui se font, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui se font. Il y a des monnaies en fait de quartier. Moi, j'ai jamais connu ça, mais j'ai lu ça il y a pas très longtemps où c'était pas du franc ou de l'écu, je sais pas de quoi. On pouvait acheter son pain et tout chez les commerçants avec de la monnaie ancienne, enfin. Oui, nous on avait, moi je suis lyonnais de base, on avait une monnaie pour Croix-Rousse, le GON ou quelque chose comme ça. Et le principe sur le coup, le principe de cette crypto-monnaie, c'est un peu celui-là. J'imagine que les concitoyens ont quand même accès, parce que forcément pour avoir du rendement, faut qu'on ait des entrées dans le marché. Mais j'imagine que les concitoyens peuvent échanger à partir de cette crypto-monnaie et qu'on a des commerçants qui l'acceptent. Et sur le principe, on est quand même sur une conservation de l'argent dans la ville. Donc c'est intéressant, en tout cas à l'échelle locale. Écoute, moi, tu veux que je te donne mon sentiment? Je vais encore passer pour le mec qui va véritablement buzzer. Et imaginons un truc. Imaginons qu'effectivement, tu veuilles retirer petit à petit ta monnaie fiduciaire en circuit. Qu'est-ce que tu ferais? Mais en fait, tu inciterais tes concitoyens à utiliser une monnaie parallèle pour pouvoir récupérer effectivement toute ta monnaie fiduciaire. Ça sent pas bon, ce truc-là. Purée, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ce qui fait la valeur de l'argent, de ton fric, c'est quand même ta capacité de pouvoir l'échanger contre une devise. On est bien d'accord. C'est pas avec la Schtroumpf Coin que tu vas avoir dans la ville de je sais pas quoi que tu vas pouvoir acheter des pompes à Marseille. Il y a un truc qui je sais pas, c'est pas propre tout ça, c'est pas clean. Alors quand tu restes dans le quartier pour acheter du pain à 1 euro ou 80 centimes d'euros, je suis d'accord avec toi, mais il y a des limites à ça. Miami, je comprends pas ce qu'ils veulent faire, je comprends pas. Il doit y avoir derrière une stratégie. Il faudrait que tu nous en parles, ces monnaies de quartier qui peuvent être extrêmement intéressantes. Il y en a d'autres qui sont en train d'accepter le Bitcoin. Moi, je te parle de ça, il y a déjà 5 ans, 6 ans en arrière. J'étais en interview avec un gars qui me disait, Luc, tu vas au Japon, tout le monde échange du Bitcoin. J'étais à Tokyo, je peux te dire qu'il n'y avait rien d'échangeable contre le Bitcoin. Alors en Espagne, ils ont des distributeurs de Bitcoin. C'est-à-dire que dans les centres commerciaux, en fait, ils ont des distributeurs. Tu mets de l'euro, ils te sortent du Bitcoin. Je te dis même pas le prix du truc. C'est épouvantable. Le spread là, la conversion, c'est même pas la peine. C'est viens, tu vas te faire avoir. Il n'y a aucun problème. Qui propose actuellement cette conversion? Alors on a vu les salles de cinéma, c'est ça aux États-Unis? Oui, on en avait parlé la semaine dernière avec AMC qui s'est mis à accepter, pas dans la totalité de son offre, mais accepter partiellement le paiement en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et Litecoin, et également bientôt en Doge, qui devrait suivre, mais uniquement pour les achats de billets en ligne. Donc on ne peut pas se retrouver arriver avec avec sa clé et transférer. Avec son ledger et puis arriver et puis effectivement changer ce truc-là. Exactement. Ça te paraît intelligent ça? Quand même la manière dont ils le font, c'est une manière aussi de se mettre à la mode, comme Miami. C'est quelque chose qui est tendance, les crypto-monnaies. Mais ils ont promis de. Je suis vraiment pas tendance, moi. Je te garantis que je suis pas tendance du tout, moi. Ils acceptent quand même de reconnaître l'énorme risque qu'il y a derrière cette crypto-monnaie. En tout cas, ils l'acceptent à demi-mot, puisqu'ils promettent de ne pas s'y exposer au sein de leur bilan financier. Donc, ils ne veulent pas que ça devienne un actif. Ah, alors ça c'est sympa si jamais tu gagnes beaucoup d'oseille pour payer moins d'impôts. Ça c'est sympa ça. C'est-à-dire qu'en fait tu ne fais pas rentrer ces comptes-là dans ton bilan. Quelque part le fisc, je te merde. Hein. Alors en gros c'est ça. Ouais, c'est intelligent comme truc. Tu rentres pas ça dans le bilan et puis t'expliques que simplement par prudence tu veux pas le rentrer dans tes actifs en fin d'année. Pourquoi pas? Qui d'autre fait ça? Je pense qu'on sera en. Vas-y, je t'en prie. On sera en conversion directe à mon avis. Hein. Tu penses? Ah ben à quelle date? Ouais, je pense. Compte tenu de la fluctuation du marché, à quelle date? À la meilleure pour toi ou le meilleur pour l'État? Ça va être intéressant ça de savoir ça aussi. Il va bien falloir à un moment décider à quelle date tu fais ta conversion. Parce que si le mec est un peu intelligent, il a un peu il a un petit peu de Bitcoin, le gars ce qu'il fait, il te fait monter le prix bien cher, hop, tu finis, boum, tu fais ton bilan, tout va bien, tu payes tes impôts en Bitcoin avec un cours extrêmement élevé, comme ça au moins ton change est profitable pour toi. Mais dans le principe inverse, si le Bitcoin casse la figure, il va falloir que tu en sortes un paquet, ça c'est certain, pour pouvoir payer tes impôts. Il y en a d'autres qui font ça, en particulier Twitter. Alors, je tiens à rajouter un truc, nous chez Genius, on a des émissions et on a l'algorithme effectivement de Genius qui travaille la cryptocurrencies. Et on cherche notre responsable du département
cryptocurrencies. On n'est pas encore dans l'acceptation des paiements sur Genius en crypto, mais on a besoin de quelqu'un, on en a parlé avec Axel il n'y a pas très longtemps, on a besoin d'un responsable qui véritablement se tiendrait au courant de l'actu et viendrait à dynamiser la Genius côté crypto-monnaie, puisqu'aujourd'hui c'est l'algorithme qui prend des opérations, qui les drive, qui les gère, qui les sort, qui les rentre. On voudrait avoir effectivement un individu qui puisse optimiser, qui connaisse très bien la crypto, qui puisse nous en parler dans la télé, comme je fais moi tous les mercredis, comme ce midi, et qui puisse effectivement apporter de la valeur ajoutée au contenu, puisque c'est déjà pas mal, tant mieux. Il y en a un autre qui cherche ça aussi, c'est un grand réseau social. Ouais, c'est Twitter qui a dédié une équipe complète aux crypto-monnaies pour démocratiser l'usage, mais surtout pour son propre réseau et l'acceptation des créateurs de contenu. Donc il essaye d'amener un petit peu le spectre des crypto-monnaies pour, j'imagine, aussi du paiement. J'ai plus le nom du CEO, mais il est complètement avare de crypto-monnaies. Et il travaille en backup sur le financement d'une plateforme de crypto-monnaie qui sera appelée Blue Sky. Écoute, c'est une bonne actualité et tu m'enlèveras pas de l'idée que pour l'instant, on crée simplement du buzz. En définitive, on crée la demande. On est en train de la créer, la demande. Faut pas oublier qu'on est encore une fois dans un marché à somme nulle. Si tu veux que le Bitcoin monte, il faut qu'il y ait des gens qui en achètent. Si toi, tu veux t'enrichir, il faut que ça soit toi qui leur vende. Si vous n'avez pas compris le sens de ma phrase, il est peut-être temps de repasser l'émission en replay et d'apprendre effectivement cette chose-là. On s'enrichit toujours avec l'argent des autres, jamais avec son propre argent, bien évidemment. Quand on est sur les marchés financiers, on est à somme nulle et forcément, quand toi, tu gagnes, c'est l'autre qui perd. Si tu l'as pas compris non plus, il est temps que tu viennes chez Genius, ça c'est clair. Merci beaucoup Axel. Une dernière info, on a fait le tour. On pouvait parler un petit peu de Tim Cook qui avoue détenir du Bitcoin et de l'ETH lors du Dealbook. Il a expliqué que ça fait bien. Moi j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, voilà quoi. Sachant qu'Apple en a rien à foutre et qu'ils veulent eux-mêmes créer leur propre crypto aussi. Hein. Donc l'Ethereum et le Bitcoin que Tim Cook en est, ça si tu veux. Bien sûr, il explique que dans le cadre d'un portefeuille diversifié, c'est intéressant. Par contre, il exclut qu'Apple investit dans les crypto-monnaies en indiquant que les investisseurs d'Apple, ils sont pas là pour s'exposer à ce type de produits et qu'ils ne pensent pas, en tout cas à moyen terme, inclure l'achat de produits Apple dans son offre avec des crypto-monnaies. Avec la sienne, pas celle des autres. En tout cas, acheter de l'iPhone, ça vaut mieux que le Bitcoin. Ça, c'est un peu le discours de Tim Cook. Et quelque part, il prêche pour sa paroisse. Merci beaucoup, Axel, de ta présence. Une émission un peu longue ce soir que vous reverrez sûrement en replay. Prochaine émission, mercredi prochain. On est encore une fois dans les premiers roulages. On est en train de former l'émission, de la mettre en place. En tout cas, cette émission vous était délivrée gratuitement et en clair, en tout cas en live et en clair. Merci, Axel. Merci aussi aux opérateurs de Genius qui sont restés tard ce soir pour vous offrir cette émission. Une émission en tout cas qui mérite beaucoup plus de vues. Je préfère effectivement regarder ce type d'émission plutôt qu'un espèce de gugus qui brassera de l'air en vous appelant vos amis. Croyez-moi, le contenu est véritablement très probant. Merci encore une fois de ton éclairage. Axel, on te retrouve la semaine prochaine. Oui, même heure. Même heure, en tout cas même lieu sur YouTube, sur Genius, sur Twitch. N'oubliez pas, Genius en tout cas, abonnez-vous au 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Vous avez une offre mystère, vous demandez Charlotte, elle va effectivement vous dire ce à quoi vous avez le droit. C'est le Black Friday, ça a commencé très tôt chez les Genius. N'hésitez pas non plus à voir ce que nous proposons directement via nos réseaux sociaux. Mille merci à vous, mille merci Axel. On se donne rendez-vous dans une semaine. À tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée et encore une fois, take care, tchuss, enjoy, ciao, bye bye.